Bonjour, je suis Marie-France Bader de l'association de parents Asper 24 qui donc des familles d'enfants et d'adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et j'avais une question à Monsieur Thomaset. Dans la santé, on parle de patients experts de plus en plus. Vous parliez d'expertise au pluriel. Et la question que j'avais, c'était pour des enfants qui ont suivi une scolarité, qui sont devenus adultes. Est-ce qu'on pourrait envisager ce terme d'expertise? Est-ce qu'il y a des expérimentations dans ce sens? C'est-à-dire comment, dans le milieu scolaire, ces jeunes adultes peuvent être aidants? Est-ce qu'ils peuvent l'être? Est-ce que c'est des pistes que vous avez déjà explorées? Voilà. On a deux éléments de réponse, me semble-t-il. Le premier, il nous est donné par la loi. Quand on a 18 ans, on est adulte, on est majeur, on est responsable. Et donc, on est à même de co-construire, avec l'ambiguïté du terme co-construire, effectivement, son projet. Et il me semble que la plupart des MDPH et la plupart des enseignants référents sont soucieux de faire participer les personnes devenues majeures et même les jeunes, dès que faire se peut, à leur propre projet. En tout cas, c'est probablement, Madame, vous avez raison, un des leviers importants des participations futures et des collaborations futures dans les dispositifs collectifs. On voit bien que plusieurs associations travaillent beaucoup sur les questions d'autodétermination, d'éducation au choix, de construction d'une participation active des personnes. Et donc, bien sûr, la prise en compte des familles, pour moi, elle est à prendre au sens très large des parents, bien sûr, mais aussi des personnes et aussi de la fratrie. On sait bien, notamment dans le cas de l'autisme, que l'impact sur les frères et sœurs a aussi des conséquences. Et donc, amener à ce que l'ensemble de la famille, au sens large, puisse faire valoir son point de vue, me semble effectivement important. Peut-être. Oui, pour compléter, je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais dans les solutions de formation préconisées, les enseignants comme les éducateurs regrettent qu'il n'y ait pas de rencontre avec les familles, tout simplement les associations, les représentants. Est-ce que ça participerait à une co-formation? Moi, j'en suis persuadé, au moins parce que vous avez des informations à donner qu'eux n'ont pas forcément. Voilà. Il faut arriver aussi à construire et à faire reconnaître ce que c'est que l'expertise parentale. Marie-Christine Filbert, ancienne et nouvelle présidente de l'AFNASEP, l'illustre superbement dans le cas de l'autisme. Quand elle était arrivée dans un établissement pour que son enfant puisse y être hébergé quelques jours, elle expliquait que elle s'apprêtait à dire un certain nombre de choses et les éducateurs lui disaient « Mais madame, rassurez-vous, on connaît notre métier ». Et le lendemain, elle les a retrouvés un peu hagards et elle leur a dit « Mais le doudou, c'était lequel ? Le rideau, il était comment ? Et la porte, elle était fermée comment ?» Et bien là, voilà l'expertise parentale. Voilà ce que les jeunes peuvent témoigner. On n'empiète pas sur le travail de l'éducateur spécialisé, pas plus que sur celui de l'enseignant. Mais il faut effectivement arriver à reconnaître et à ce que les parents aussi construisent, comme les enseignants doivent être capables de construire et de témoigner de leur propre expertise professionnelle. Chaque corps professionnel va devoir effectivement arriver à rendre explicite un savoir-faire qui est celui de son métier, qui jusqu'à présent se faisait en interne. Les enseignants savent très bien parler aux enseignants. Ils ont beaucoup de mal à communiquer leur expertise en dehors. C'est vrai dans beaucoup de métiers. Oui, pour faire rapidement, moi je trouve ce qui ressort de la matinée, là, c'est ce que j'appelle un peu la porosité entre les différentes cultures professionnelles. On constate que c'est quelque chose qui est en marche, il y a plein de choses à construire, et c'est quelque chose qui déjà, est à l'état au moins d'embryon.
Par contre, je trouve ce qui a été laissé de côté, c'est la situation des enfants qui n'ont pas la chance pour des raisons souvent vous disiez que le manque de moyens n'était pas souligné, mais qui n'ont pas la chance de bénéficier de cette, de cette mutualisation de compétences à la fois médico-sociales, pédagogiques, etc. C'est-à-dire les enfants qui sont en attente, en Ulysse, et qui ne sont pas à leur place, qui sont en souffrance, qui mettent en souffrance les professionnels et qui sont dont le nombre est non négligeable. Et nous, moi je suis enseignante référente et pour lesquels on n'a aucune réponse à apporter, si ce n'est dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, et on est vraiment, quand vous parliez un peu d'intermétier, l'interface entre des familles en souffrance, des enseignants en souffrance et des enfants pour lesquels on est limite maltraitant des fois. Merci. 0 sans solution. On essaye, juste pour répondre un petit peu à ce que vous dites, effectivement, on sait que parfois on a des enfants sur liste d'attente et on ne peut pas les accueillir à temps complet ou autre. Ce qu'on essaye de faire de plus en plus, on travaille en file active plus qu'en capacité d'accueil et on essaye d'accompagner ces enfants, même si c'est de façon ponctuelle, en tout cas d'engager quelque chose. Une réponse, on l'a fait pour certains enfants qui, par exemple, sont chez nous 2 jours par semaine ou des choses comme ça. En tout cas, on essaye d'engager quelque chose déjà, même si l'accueil n'est pas total, mais d'entamer quelque chose. Voilà. Alors, juste, Madame Lefort, la directrice de la MDPH est là, Madame Génicaud pour l'ARS là aussi. Si vous voulez, vous pouvez répondre à ce type de questions. La réponse peut aussi venir de la salle. Madame Lefort, du fois Alors, micro. là aussi, je suis passé très vite sur cette diapo, vous n'avez pas pu la voir. Quand j'interroge les enseignants sur le délai moyen d'attente entre la notification CDAPH et la réalisation de la notification, j'ai fait une moyenne et j'ai obtenu une moyenne de 2 ans et 3 mois avec des écarts allant qui me sont signalés. Moi, je n'ai repris que ce que l'on m'avait indiqué, des écarts qui vont de 1 an à 4 ans pour certaines mises en œuvre de notification. Voilà. Alors, bonjour, donc Hélène Lefort-Duret, directrice de la MDPH. Si je peux apporter quelques éléments de réponse, c'est effectivement pour conforter ce que disait Madame Bossy. Aujourd'hui, la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » nous invite à passer d'une logique de place à une logique de réponse et de prestation. Et donc nous nous efforçons, en lien étroit avec l'ARS, l'Éducation nationale et tous les partenaires, et bien sûr les établissements médico-sociaux, de trouver des réponses, même partielles. C'est-à-dire que la réponse idéale, c'est peut-être la place en IME, la place en ITEP, mais si nous ne pouvons pas la proposer immédiatement, nous nous efforçons de construire des plans d'accompagnement globaux avec des solutions partenariales et séquentielles. Voilà, comme sur le modèle de ce qu'a exposé Madame Bossy, nous avons pu le proposer aujourd'hui à plusieurs enfants. Et c'est une démarche qui va se poursuivre dans les années à venir, et donc j'espère qu'elle apportera des réponses à un maximum d'enfants, sachant qu'en plus, on s'apercevra peut-être que ces réponses séquentielles sont les réponses idéales pour certains enfants, et que finalement, on n'a plus nécessairement besoin de la solution totale. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'expérience qui nous a été présentée entre l'ITEP et le collège. Vous avez évoqué la complémentarité médico-sociale et puis les professionnels du collège. Et vous avez été très loin en parlant aussi de l'intervention des thérapeutes au sein du collège, et notamment de la psychologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez du recul par rapport à ça ? Moi, je travaille en IME, donc depuis quelques années, on fonctionne en UE, délocalisé au niveau d'espaces de droit commun. Il nous est encore difficile on va dire, de pousser les thérapeutes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, notamment les psychologues, sur les espaces de droit commun. Mais moi-même, je m'interroge, en fait, sur un espace thérapeutique au sein d'un collège. Alors, effectivement, c'est une démarche qui prend un petit peu de temps. Il se trouve que la psychologue qui intervient au collège travaillait principalement au CESAD.
et par le décloisonnement qu'on a fait du pôle thérapeutique, puisque maintenant on a un pôle thérapeutique qui est général à tout le pôle enfance. Les psychologues peuvent travailler et sur l'IME ou sur l'ITEP ou sur le CESAD en fonction plus de leur boîte à outils que par établissement ou service. Donc ça a été fait dans la collaboration, et celles qui se sentent le plus à même de sortir pour aller travailler sur site le font. Voilà. Plutôt très bien. Plutôt très bien, parce que justement le fait d'avoir ces salles qui nous sont attribuées permettent ça. Elles ne vont pas travailler dans une infirmerie ou dans un lieu... voilà, elles travaillent dans la salle éducative, en fait, et elles peuvent prendre des enfants, elles peuvent les prendre en charge dans ces lieux-là. Mais les enfants le vivent très bien. Alors, non, ce sont des prises en charge. Ce ne sont pas des ateliers pour les enfants de l'ITEP. Oui, tout à l'heure, Monsieur Thomaset, vous avez évoqué le fait que certains enfants qui sont en classe ordinaire ont aussi des besoins et qu'il y aurait peut-être à réfléchir à ouvrir l'accompagnement aussi à ces enfants-là. Donc c'est vraiment un point que je trouve intéressant, et je me demande, alors je pose la question au milieu médico-social, dans quelle mesure il y a une capacité à envisager ce genre d'intervention, parce que moi, le souvenir que j'en ai, c'est une véritable difficulté. Des éducateurs qui étaient dans le temps où nous avions mis une convention en place entre un ITEP et un collège, donc les éducateurs de l'ITEP étaient présents en permanence au collège, mais avaient refusé absolument d'apporter un secours à des professeurs qui auraient demandé un petit peu d'aide pour d'autres élèves, qui n'étaient pas identifiés MDPH, mais qui avaient des comportements qui auraient mérité un accompagnement éducatif, peut-être très léger, mais en tout cas, ça aurait pu être utile. Vous avez raison, c'est une question difficile. On ne va pas détourner les fonds, non pas ceux de la MDPH, qui n'en a pas beaucoup, mais des droits qui sont attribués par la MDPH. Et d'un autre côté, on voit bien que pour trouver des réponses pour des jeunes qui ont des troubles du comportement, par exemple, parce qu'on va véritablement réaménager l'établissement, parce qu'on va construire, on va bâtir, on va trouver des solutions, et ce faisant, on va trouver des solutions pour des élèves qui ont des difficultés de comportement, voire de l'autisme. On va construire des cadres structurés bien au-delà de peut-être l'indication initiale qui a fait que l'établissement s'est mis en marche, en transformation. Donc après, effectivement, essayons de voir comment ces réponses peuvent être faites au service de tous. Est-ce qu'on va continuer à multiplier les AESH, accolés à un jeune pour l'aider dans la situation difficile que tu soulignais, voire impossible à des moments, ou est-ce qu'on peut finalement arriver à penser les AESH comme personnel de la classe ou de l'école qui vont servir à rendre l'école plus accessible? On descend un peu plus bas, on va en Espagne, et les orthophonistes, pour une part, sont personnels de l'éducation nationale et travaillent à des dispositifs rééducatifs, bien évidemment, c'est leur métier, mais dans une logique scolaire. En France, on a encore des étanchéités qui font qu'à certains moments, on a des jeunes qui nous disent « Tu veux que je lise comme avec l'orthophoniste ou comme avec la maîtresse ?» Et là, on se dit que, voilà, peut-être, il faut améliorer le partenariat. Donc oui, vous avez raison, madame, il va falloir déjà faire sens commun, construire ensemble des réponses bien au-delà du handicap. Peut-être que ça interroge aussi pour les MDPH la notification, parce que finalement, tout de suite, on est encore un peu dans une logique de placement. Si l'ULIS est devenu un dispositif d'appui au milieu ordinaire, finalement, le seul endroit où l'enfant doit être inscrit, c'est à l'école ordinaire. Et réfléchissons aux appuis dont il va avoir besoin en fonction justement de ses besoins.
on avance, j'ose pas dire en marche, mais on avance dans ce dispositif. Donc moi, si je peux compléter, au sein de l'UM à Bergerac, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des inclusions inversées. Parce qu'effectivement, les éducateurs qui accompagnaient nos élèves lors des temps d'inclusion se rendaient compte qu'au fur et à mesure, ils accompagnaient de moins en moins nos élèves avec troubles du spectre autistique et beaucoup plus les élèves en difficulté dans la classe. Et que les supports donc, visuels étaient valables pour tous, ça c'est sûr. Et les inclusions inversées, donc on a pu mener et avec l'orthophoniste et avec la psychomotricienne cette année, portent leurs fruits effectivement pour ces enfants-là, mais parce qu'on est au sein de l'école et qu'effectivement on a cette discussion interprofessionnelle entre les enseignants de l'école et les thérapeutes ou moi en tant qu'enseignante spécialisée ou les éducateurs sur des parties plus rééducatives. Et que du coup le fait de s'en parler, de chercher des solutions ensemble, comme disait M. Thomaset, fait que on fait avancer les choses effectivement. Voilà. Oui, donc Claude Lagrange, IEN-ASH. J'en profite là juste un petit mot par rapport aux AESH et en présence de notre député, en tout cas du mien, pour dire qu'il faudrait faire remonter quand même à Paris et au niveau du gouvernement le fait qu'on est au bout du dispositif et qu'il faudrait des états généraux de l'accompagnement scolaire pour faire le point et pour essayer de trouver des solutions, parce que là, on est à plus de 800 AESH sur le département de la Dordogne. On en a parfois 10, je donnerai l'exemple de l'école de Trélissac, là où il doit y avoir 10 ou 11 AVS dans l'école. Donc avec ce qui a été dit ce matin, avec ces personnes qui ont des contrats au maximum de 24 mois, qui ont une formation de 60 heures pendant laquelle on ne peut absolument pas... on essaie de faire le maximum, mais c'est très compliqué, hein. Bon, j'en parlerai dans ma conclusion ce soir. C'est vrai qu'avec les établissements médico-sociaux, on essaye de mettre en place des formations en rapport avec les handicaps qui sont accompagnés, etc. Mais je crois que là, il faudrait, en tout cas, moi j'aimerais que ça remonte et qu'on se mette autour d'une grande table là et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que ça devient impossible. On a des mois... de retard, c'est-à-dire que c'est des enfants qui attendent un accompagnement parfois depuis 6 mois, 8 mois. Alors on essaie de régler au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est vraiment difficile, quoi. On n'a plus... En fait, il y a des coins de Dordogne où on ne trouve plus de personnes. C'est pas qu'on n'ait pas les crédits pour le faire, mais on ne trouve plus d'accompagnants, de personnes qui pourraient rentrer dans ces contrats et accompagner, puisque c'est des contrats particuliers. Donc là, c'est un espèce, je dirais, d'appel au secours, parce que là, c'est vrai qu'on est au bout. Voilà. Et si je peux compléter là. Si je peux compléter l'intervention de M. Lagrange, il existe un décret à créer un diplôme d'État pour ces personnels, le DEAES, qui a 3 options. Ça fait 2 années qu'à Bergerac, sur des promotions de 80 personnes, il y a 0 personne qui choisit l'option accompagnement scolaire. Peut-être que c'est pas très attractif. Voilà. Non, mais il n'y a pas. Bon, et en plus, les gens qui sont AESH n'ont pas la possibilité de faire la formation en cours d'emploi, donc effectivement, ils ne se présentent pas. Bon, je suis désolé. La dernière question, parce qu'il est 13h, il faut qu'on aille manger. Alors, on réduira le repas à une demi-heure, mais alors, on continue. Excusez-moi, justement, je suis en formation actuellement, enfin on est d'ailleurs plusieurs, on est toute une promo de DEAES actuellement. Donc on nous a proposé au début de la formation, nous a présenté les plusieurs options que nous avions. Et donc moi j'aurais aimé faire justement le côté AVS, donc être dans l'inclusion scolaire. Sauf que quand on nous a dépeint le métier, en fin de compte, on n'a que des contrats précaires. C'est-à-dire que c'est pas possible. Des 20 heures par semaine, quand on commence dans le métier, ce n'est pas possible.
Voilà, donc du coup, c'est pour ça que le diplôme en lui-même, c'est très intéressant. On aimerait bien pouvoir justement faire ce métier-là, mais c'est pas possible. Soyons clairs, c'est pas le diplôme que je trouve pas attractif, c'est les conditions qui sont faites aux personnes. Tout à fait. On est bien d'accord. Les conditions en soi-même ne sont pas optimales. Et c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment plein de choses à faire. Oui, au CEF, à Bergerac. Oui, Allez.